magazine pluriel. Juliette Kamde. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans le journal Forum des producteurs agricoles à Dapaon. Le président de la République, Faure Sozimna Gnazingbe, rencontre les paysans ce samedi, dernier jour des activités. Que répondrez-vous si l'on vous demandait qu'est-ce que la logique? Nous revenons dans ce journal sur la définition de cette science à l'occasion de la journée mondiale qui la célèbre ce 14 janvier. Le Mali commémore aujourd'hui sa toute première journée de la souveraineté retrouvée en souvenir de la mobilisation du 14 janvier 2022 lorsque les Maliens avaient massivement manifesté contre les sanctions infligées au Mali par la CEDEAO. Nous aurons deux invités dans cette édition. Dr Lawson Drake Laté, pharmacien, explique la rupture de l'insuline dans les officines au Togo. À sa suite, Dr Aya Massabalo, enseignant-chercheur, nous parlera des polluants organiques persistants. Et vous suivrez également dans le journal pluriel les échos du palais, les sports et la revue de presse. Forum des producteurs à Dapaon, le chef de l'État est arrivé ce samedi pour encourager les paysans. Faure Sozimna Gnazingbe a visité les stands des produits locaux exposés à cette occasion. Il va ensuite avoir un tête-à-tête avec les producteurs. Entre autres produits exposés, on y trouve l'anacard et ses dérivés, le gombo et ses dérivés, le beurre de karité et l'huile de Nîmes. Quelques exposants s'exprime. Nous produisons de l'huile d'arachide et on vend également du tourteau d'arachide. Nous sommes présents aujourd'hui à la foire au forum du paysan pour avoir un peu plus de visibilité et vraiment pour pouvoir écouler nos produits. Nous remercions sincèrement les initiateurs du projet et du forum. Nous remercions les organisateurs et on aimerait qu'à travers ce forum, on puisse vraiment promouvoir le paysan togolais afin que nos produits puissent vraiment être regardés autrement. On produit la tomate fraîche, on transforme en purée, on vend. On produit le piment rouge, et on transforme en poudre. On produit le gombo, et on transforme en poudre aussi. La coopérative d'Indan de Bogo, qui transforme le beurre de karité. Ils prennent les graines de karité, ils transforment en beurre. Avec les graines de Nîmes, ils transforment en huile de Nîmes. Et il y a la moutarde de Néré aussi. Je suis arrivé pour le forum des producteurs agricoles. J'ai amené l'anacate. Je suis un producteur d'anacate. Voyons l'importance de l'anacate dans le pays. J'ai essayé d'amener ce qui est décortiqué et le non décortiqué. Donc pour faire la publicité de cette filière, pour que la population puisse en savoir l'importance de l'anacate et pour pouvoir développer la position de l'anacate dans la région des savanes. Pour que ça puisse nous aider aussi à classer le pays dans un autre rang que le rang qu'il était occupé. L'anacate aussi peuvent résister dans la région des savanes, comme partout. Cette journée est également marquée par une remise de matériel composé de décortiqueuses, des moissonneuses, de pulvérisateurs, des semoirs à maïs, des polisseuses de riz, des brouettes et des tracteurs, entre autres. Le forum ne fait pas de distinction entre hommes et femmes. Justement, il y a une vulgarisation des textes de loi sur les violences basées sur le genre VBG. Les acteurs impliqués dans la lutte et les professionnels des médias mis à contribution. Ils ont échangé hier sur les innovations contenues dans ces lois, une initiative des associations Cœur solidaire et Femmes d'action. Charlotte Ahar. Plusieurs textes de loi ont été modifiés récemment à l'Assemblée nationale. Il s'agit des lois qui renforcent le cadre juridique de travail de la femme, l'arsenal répressif des violences basées sur le genre en milieu scolaire, professionnel et centre d'apprentissage, entre autres. Les initiatrices entendent sensibiliser la population sur les sanctions que les présumés auteurs encourent en commettant ces actes.
Arondo Komla, consultant. S'agissant de la pédophilie, du viol, du harcèlement et surtout de nouvelles infractions dénommées le cyberharcèlement. Sur la base de ces infractions, la loi spéciale, qui est en fait une matière pénale, punit les infractions qui seraient commises dans les milieux d'apprentissage suivant les degrés d'enseignement, les centres de formation. Donc il y a un champ qui est plus vaste que les dispositions qui étaient contenues dans le code de l'enfant, dont les dispositions avaient déjà été aggravées à la reprise dans le code pénal de 2015. Pour les autres textes qui portent code, notamment le code de la sécurité sociale, ça c'est l'article 40 qui revient sur la détermination de l'indemnité journalière. La loi sur la protection des apprenants, l'État a la charge d'assurer la protection des enfants. Il y a les établissements publics d'enseignement, les établissements privés qui doivent prendre des mesures réglementaires s'agissant des mesures disciplinaires pour que les gens veillent à une sensibilisation sur la matière. Une femme sur 3 est victime de violences basées sur le genre selon Anate Kouméalo, présidente de l'association Cœur Solidaire. Il faut donc une synergie d'action afin d'éviter ces VBG. La plupart des études montrent qu'au moins une femme sur 3, sinon plus, dans sa vie a subi des violences. Et les conséquences sont terribles. Ça détruit des familles, la vie de nos enfants, la vie de nos filles, de nos mères. Ça va jusqu'à la perte des vies humaines. La société civile s'est toujours saisie de cette question, en complémentarité avec les efforts du gouvernement pour sensibiliser, pour tirer la sonnette d'alarme. L'ignorance est un grand frein. Victime comme bourreau, chacun doit connaître ce que la loi prévoit. Aujourd'hui, nous nous réjouissons d'avoir de très bons textes, mais il ne faut pas que les textes adoptés se limitent au tiroir. Il est fondamental que les citoyens s'approprient ces textes. Le préfet du Golfe, le secrétaire général de la préfecture d'Aguay-Nivé, le chef canton d'Aflaokakli et les chefs villages du dit canton étaient également présents à cette rencontre. Que savez-vous de la logique? Eh bien, la journée mondiale de la logique célébrée ce 14 janvier nous offre l'occasion de redécouvrir la définition de cette science. C'est avec Hortense Djoua. Le mot logique vient du mot grec logos, qui signifie à la fois discours et étude. Ce mot concerne tout autant l'art de parler que celui de penser. La logique est donc la science du raisonnement. Elle nous donne des outils pour présenter, traiter et raisonner sur la connaissance. La logique en tant que recherche sur les principes du raisonnement a été étudiée par de nombreuses civilisations au cours de l'histoire et depuis ses premières formulations, elle a joué un rôle majeur dans le développement de la philosophie et des sciences. La célébration annuelle d'une journée mondiale de la logique a pour objet de favoriser la coopération internationale et promouvoir le développement de la logique dans la recherche et dans l'enseignement, de soutenir les activités des associations, universités et institutions s'intéressant à la logique et enfin aider le public à mieux comprendre la logique et ses implications pour la science, la technologie et l'innovation. En outre, elle contribuerait à promouvoir une culture de la paix, du dialogue et de la compréhension mutuelle, s'appuyant sur les progrès de l'éducation et de la science. Il faut noter que la journée du 14 janvier n'a pas été retenue au hasard. C'est l'anniversaire de naissance d'Alfred Tarski et de celui de la mort de Kurt Gödel, deux mathématiciens qui ont fait avancer la science de la logique qui n'avait guère bougé depuis Aristote. En cette année 2023 a lieu la 5e journée mondiale de la logique. Elle est maintenant au calendrier des activités internationales de l'UNESCO. Les thèmes de la préfecture de Tchaodjo se sont retrouvés aujourd'hui pour célébrer leur fête traditionnelle à Dossa Gadao ou fête des couteaux. L'origine de cette fête avec le chef canton de Sokodé, Ouro. Gadao, c'est une fête purement traditionnelle. C'est l'origine du clan Mola. Tous les Mola viennent de l'ancêtre Gadao. Et Gadao se célèbre comme une fête de réjouissance. Parce qu'à la fin de chaque culture, nous allons tous ensemble accepter de demander le Tout-Puissant de ce qu'il nous a donné. Nous sommes fiers des récoltes. Et à Dossa, c'est le soir. C'est une fête aussi, comme quand on fait Mauloud, il faut que l'islam aussi célèbre sa fête. Donc, nous, en pays Tchaodjo, c'est une fête traditionnelle et islamique en même temps. C'est une cohésion sociale. C'est pourquoi, actuellement, presque dans toutes les cours des chefs cantons, c'est une grande animation.
et les gens sont venus de très loin pour célébrer cette fête. Et nous demandons aux uns aux autres d'œuvrer pour la paix. C'est quand il y a la paix qu'on peut célébrer une fête. Ouro Akoriko Ali était au micro de Yasmine Adoko. La femme est célébrée à travers les écrits. Les lauréats du premier concours de nouvelles ont reçu hier leur prix à Lomé, initié par les éditions Mofi. Cette compétition vise à détecter les talents d'écriture chez les jeunes. Elle a pour thème l'amour d'une mère. Geneviève Pognon. L'amour d'une mère, thème central de ce concours de nouvelles, est déclamé ici par la slameuse Wapondi. Et parmi les 65 tests qui ont compéti, c'est la nouvelle titrée Le sacrifice d'une mère de mademoiselle Joanita Esmeralda de Souza qui a retenu l'attention du jury comme premier prix. Elle repart avec un lot de livres, un trophée, un abonnement annuel à l'Institut français du Togo et une enveloppe de 600 000 francs CFA. Au départ même, je ne voulais pas participer au concours et je m'attendais vraiment pas à ça. Je suis très contente. J'aime la lecture, donc j'ai lu beaucoup d'histoires et je me suis inspirée de ça. Je me suis aussi inspirée d'un roman, Les larmes du crépuscule. À travers ma nouvelle, j'ai aimé faire passer un message, ce que nos mamans doivent représenter, parce qu'elles sont prêtes à tout pour nous. Elles peuvent même se sacrifier pour nous. Selon la présidente du jury, présidente de l'association des écrivains du Togo, Germaine Koumé-Alouanaté, les tests ont été choisis sur 3 critères. J'ai été agréablement surprise par le magnifique talent de nos jeunes filles et garçons qui ont concouru. Et nous avons trouvé que les textes vraiment étaient de très grande qualité. Et justement, les critères qui ont prévalu à l'évaluation des textes, parmi les critères, nous avions le critère de qualité, la qualité littéraire. Ensuite, nous avions le critère d'originalité. Et le 3e critère, c'était le coup de cœur. Est-ce que le membre du jury a aimé le texte, il ne l'a pas aimé, etc. Nous avions des textes qui remplissaient toutes ces qualités. Et je me suis réjouie en me disant, la relève est assurée. Pour le député Jerry Tama, directeur des éditions Mofi, à travers ce concours littéraire, il entend encourager les jeunes à écrire. Le concours était motivé par 2 objectifs. Le premier, c'est donc détecter les talents. Les personnes éligibles étaient de 15 à 35 ans, donc c'est plutôt très jeune. Et le deuxième objectif, c'était de récompenser la création littéraire. Il y a très peu de prix qui récompensent la création littéraire dans ce pays, alors que dans d'autres domaines culturels, il y a des prix. Donc c'était en célébrant la femme. Parce que le thème de ce concours, c'était l'amour maternel. Donc, tout en récompensant le talent littéraire, d'en célébrer la femme, la maman. Les titres retenus seront publiés en recueil de nouvelles par les éditions Mofi. Le concours a été lancé en octobre dernier. Santé, rupture de l'insuline dans les pharmacies au Togo. Depuis un temps, les malades souffrant du diabète ont des difficultés à se procurer ce médicament. Alice Berthe Barandao a fait un constat sur le terrain. Je veux l'insuline. Vous en avez? Non, nous n'en avons pas. Je n'en ai pas en stock. Je vais acheter l'insuline. L'insuline, l'insulator, vous en avez? Non, nous n'en avons pas. Je suis désolé. C'est une rupture. De la pharmacie de la mairie, en passant par la pharmacie pour tous, pharmacie Hanukopé et pharmacie du boulevard, le constat est le même. L'insuline, l'insulator est en manque. Ismaël Issa de la pharmacie pour tous nous explique. Nous commandons auprès des grossistes qui nous livrent et nous vendons en pharmacie. Et quand il n'y en a pas, bon là, ça fait une rupture. Depuis combien de temps il y a ça? En fait, ça vient par moment, ça vient et c'est comme ça. Quand les clients viennent pour chercher l'insulator qui a pas, qu'est-ce que vous faites pour eux? Nous les dirigeons vers d'autres officines qui en ont. Parce que nous avons une plateforme en santé au quotidien qui nous permet de vérifier si certains camarades ont des produits en rupture avec eux. Et tout de suite, quand ils réagissent, ils dirigent les clients vers ces genres de pharmacies. C'est pour pouvoir quand même soulager la population pour que les gens ne soient pas complètement découragés. L'insuline classique, l'insulator, est réellement en manque. Qu'est-ce qui a causé cette rupture? Docteur Lanson Draké-Laté, titulaire de la pharmacie du boulevard, répond. Depuis quelque temps, on s'est rendu compte que les fabricants d'insuline ont concentré toute la fabrication en Asie. Malheureusement,
la Covid que nous avons eue a complètement désorganisé le système, étant donné que l'Asie a beaucoup souffert de cette maladie-là. Donc il y a eu une grosse désorganisation de l'approvisionnement. Ce qui fait que nous, étant très loin de l'Asie, avec le problème de transport qu'il y a eu et autres, on a ressenti le problème de manière drastique. Puisque la fabrication a baissé, la demande reste très forte. Alors, si le problème se pose drastiquement ainsi, quelles sont les alternatives? Puisque quoi qu'il en soit, la demande est forte, les malades sont là et on craint de perdre beaucoup nos concitoyens. Effectivement, nous avons des alternatives. L'insulatar, on peut en trouver dans certaines pharmacies. Elle n'est pas en rupture totale. On a d'autres insulines, des stylo-seringues. C'est des insulines prédosées que les diabétiques peuvent s'injecter automatiquement. Heureusement aussi, depuis quelques jours, les insulines classiques ont recommencé par arriver tout doucement. L'espoir est permis. Nous espérons de pouvoir offrir la meilleure solution à nos malades. Vivement qu'une solution soit trouvée pour soulager nos malades. Vous suivrez plus en détail Dr Lawson Drake-Laté de la pharmacie du boulevard sur cette rupture et ce sera dans la rubrique invité. Ce communiqué, il vient de l'Office togolais des recettes relatif au recrutement des agents de surveillance du territoire douanier dont nous prenons connaissance en même temps que vous. Le commissaire général de l'Office togolais des recettes OTR informe les candidats au test écrit de recrutement des agents de surveillance du territoire douanier du 26 novembre 2022 suivant appel à candidature externe numéro 008/2022 /OTR/CG /SCG RDHFP du 11 octobre 2022 que la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue du dit test est disponible et peut être consultée au siège de l'OTR à Lomé ou dans les divisions régionales des impôts et des douanes à Tchévier, Balimé, Atakpamé, Sokodé, Kara, Dapaon et sur le site internet www.otr.tg. Les candidats admissibles sont invités à se présenter munis d'une pièce d'identité en cours de validité au siège de l'OTR à Lomé le lundi 16 janvier 2023 à 6 heures précises pour les analyses médicales de contrôle d'aptitude au service militaire qui auront lieu au camp général Nyasingbe et Adema. L'actualité à l'international, d'abord les législatives. Au Bénin, les résultats provisoires annoncés par la Commission électorale autonome ont été confirmés par la Cour constitutionnelle. Ils donnent une majorité confortable aux deux partis qui soutiennent le président Patrice Talon avec 81 sièges sur 109 contre 28 sièges pour le parti d'opposition, les démocrates. Ce samedi marque la toute première journée de souveraineté retrouvée au Mali, un jour instauré par les autorités en souvenir de la mobilisation du 14 janvier 2022 lorsque les Maliens avaient massivement manifesté contre les sanctions infligées au Mali par la CEDEAO. Depuis, elles ont été levées, mais les tensions avec la CEDEAO et avec la plupart des partenaires internationaux restent fortes. Cette journée de commémoration est donc l'occasion pour les autorités de mobiliser derrière elles l'opinion publique. En Afrique du Sud, la génération qui a fait tomber l'apartheid s'éteint petit à petit. Hier, c'est Fréné Ginwala qui est décédée. Cette militante du Congrès national africain ANC fut la présidente de la première Assemblée nationale démocratiquement élue en 1994. Après la fin du régime ségrégationniste, la Fondation Nelson Mandela a salué un pilier de la lutte anti-apartheid. Fréné Ginwala est né en 1932 à Johannesburg dans une famille issue de l'immigration indienne relativement aisée, ce qui lui a permis de faire ses études de droit en Grande-Bretagne. À son retour en Afrique du Sud, au milieu des années 1950, elle milite au sein de l'ANC et rejoint sa branche armée. Elle part ensuite pour le Mozambique où elle organise l'exfiltration de membres du Congrès national africain.
Rubrique invitée, nous allons retrouver Alice Berthe Baranda avec Dr Lawson Draquet de la pharmacie du Boulevard. Ils reviennent sur la pénurie de l'insuline dans nos officines. Bonjour docteur. Bonjour madame. Les malades diabétiques sont en souffrance en ce moment-ci au Togo. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Effectivement, depuis quelques mois, on a commencé par sentir ce qu'on appelle des tensions d'approvisionnement. C'est-à-dire que le produit n'est pas complètement absent du territoire, mais les malades ont quand même du mal à en trouver. Il faut faire beaucoup de pharmacies avant d'en trouver. On se rend compte carrément qu'il n'y a plus de tension d'approvisionnement, mais carrément il y a une rupture de stock. L'insuline que les diabétiques utilisent habituellement, l'insulatar, il n'y en a plus du tout dans aucune pharmacie. Les malades sont obligés de passer dans beaucoup de pharmacies avant de tomber sur la bonne. Cette rupture est due à quoi? Depuis quelque temps, on s'est rendu compte que les fabricants d'insuline ont concentré toute la fabrication en Asie. Et malheureusement, la Covid que nous avons eue a complètement désorganisé le système, étant donné que l'Asie a beaucoup souffert de cette maladie-là. Donc vous comprenez aisément qu'il y a eu une grosse désorganisation de l'approvisionnement. Ce qui fait que nous, étant très loin de l'Asie, avec les problèmes de transport qu'il y a eu et autres, on a ressenti le problème de manière drastique. Maintenant, la fabrication a repris, mais il faut du temps au système pour qu'il se remette en place. Alors, quelles sont les alternatives que vous allez proposer? Heureusement, l'insulatar, on peut en trouver dans certaines pharmacies. Elle n'est pas en rupture totale. On a d'autres insulines, des stylos-seringues, qui malheureusement reviennent plus chères que l'insuline classique. L'insulatar, à peu près 4 000, 4 500 francs, alors que les seringues là peuvent coûter jusqu'à 20 000. Et pour l'instant, c'est la seule alternative que nous avons. Même heureusement aussi, depuis quelques jours, les insulines classiques commencent à revenir sur le marché et au grand bonheur de nos malades, si je puis m'exprimer ainsi. Ce problème de rupture ou bien de tension d'approvisionnement concerne non seulement l'insuline, mais beaucoup de produits. Aujourd'hui, 80% des médicaments sont fabriqués en Asie. Et aujourd'hui, tout le monde se rend compte de l'erreur de stratégie que ça a été de tout confier à un seul continent. Tout simplement à cause de la main-d'œuvre qui est moins chère. Et malheureusement, le domaine du médicament étant tenu par des financiers, c'est la recherche du maximum de profit, de gains qui est à l'origine de tout ça. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens réfléchissent à la question comment redevenir autonome en matière de médicaments. Alors, qu'est-ce que vous allez dire aux malades qui sont dans le cas? Aujourd'hui, l'espoir est quand même permis. Depuis quelque temps, nous avons reçu beaucoup d'insuline, que ce soit l'insuline rapide ou le mixte. Mais sinon, aujourd'hui, quand même, l'espoir est permis. Les insulines ont recommencé par arriver tout doucement. Et nous espérons que nous serons à même de pouvoir offrir la meilleure solution à nos maladies. On travaille beaucoup en collaboration avec nos grossistes déjà, puis nos fournisseurs à l'export qui nous ont rassurés que effectivement le problème est en train de se régler et que nos diabétiques n'auront pas de soucis à se faire pour pouvoir se procurer cette insuline-là qui est absolument vitale pour leur santé. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Tout le plaisir a été pour nous. L'utilisation des polluants organiques persistants comme les pesticides, les gaz d'échappement entre autres, nuisent à la santé humaine et à l'environnement. Le ministère de l'Environnement, pour une lutte efficace contre les effets de ces substances chimiques dangereuses, a actualisé cette semaine ses tests. Dr Aya Massabalo, enseignant-chercheur spécialiste en hydrogéochimie et environnement, est le deuxième invité de cette édition. Il invite les différents acteurs aux bonnes pratiques dans la gestion de ces produits. Dr Aya Massabalo est au micro de Bénédicte Kanda. Dr Aya Massabalo, d'abord, qu'est-ce qu'un polluant organique persistant? Merci madame. Je peux dire que les polluants organiques persistants, comme leur nom l'indique, ce sont des polluants qui sont là dans la nature, que l'homme à un moment donné a besoin pour ses activités. Donc c'est l'homme qui les fabrique. Et ces polluants, le fait qu'on dise que c'est des polluants organiques, ça veut dire que ça vient du fait que c'est l'ensemble de tous les éléments qu'on utilise pour la fabrication de ces produits-là. Et surtout, le fait qu'on dise que c'est organique, c'est par rapport à leur composition chimique, qui n'est que du carbone
et de l'hydrogène. Mais c'est l'agencement qui fait qu'à un moment donné, ça leur donne la nature de persistance, c'est-à-dire difficilement biodégradables et qui sont disséminés dans la nature. On les retrouve pratiquement dans toutes les activités. L'exemple des plastiques. Vous voyez, les plastiques, c'est difficilement biodégradable. C'est l'exemple le plus simple que je peux vous donner. En allant vers maintenant des utilisations dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine agricole, où vous avez par exemple des substances issues des intrants, ces éléments peuvent persister. Lorsque vous les utilisez, ça est là, c'est rémanent, c'est persistant, ça dure. C'est le fait de dire que c'est persistant, c'est que ça dure dans la nature. C'est difficilement biodégradable. Certains, ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans. Ça peut faire plus de 50 ans avant que ça ne soit complètement dégradé. Certains même dépassent ça. Donc, simple fait que vous avez les plastiques. Vous voyez comment, quand on a le plastique sur le sol, 10 ans, là où vous l'avez, difficilement vous allez voir la dégradation. C'est avec le temps que ça disparaît. Et maintenant, le temps que ça fait, ça a des impacts d'abord sur la vie, tout ce qui est comme vie, des plantes, des animaux et même de l'homme. Et parfois, ça nous revient dans nos aliments sous une manière où, ne serait-ce que peut-être dans les tissus adipeux, par exemple les graisses et autres là, c'est dans les milieux où ils sont vraiment concentrés et qui peuvent nous revenir le plus facilement possible. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important qu'on essaie de bien regarder d'abord la production, l'importation, la commercialisation et surtout l'utilisation. Et comment les gérer après avoir utilisé, comment il faut les gérer. Vous voyez que depuis là, le problème des plastiques, il y a eu plein de projets qui essaient quand même d'éliminer, mais c'est difficile. Le secteur de l'énergie est également cité quand on parle de polluants organiques persistants. Voilà, au niveau de l'électricité, à l'époque, on les avait utilisés comme des huiles de refroidissement. C'est-à-dire quand vous voyez les transformateurs électriques, vous savez que quand ça travaille à un moment donné, ça s'échauffe. Donc c'est comme nos huiles à moteur. Les huiles à moteur, ça permet de graisser, mais ça permet aussi de réduire un peu la chaleur. Sinon, s'il n'y a pas les huiles à moteur, peut-être que les fers même à lait se fondent facilement. Maintenant, au niveau de l'électricité, c'est que c'est utilisé dans les transformateurs électriques et les disjoncteurs. Il y a eu à l'époque ce qu'on appelle les polychlorobiphéniles qui se trouvaient dans les huiles diélectriques. On les appelle les huiles diélectriques. Ça veut dire que ça ne conduit pas le courant. C'est comme c'est des isolants, mais qui permettent au niveau des transformateurs d'emmagasiner un peu la chaleur. Déjà, avec ça, c'est la possibilité que ça ne se dégrade pas vite. C'est pour ça qu'on les utilise. Et ça permet de garder les équipements électriques et électroniques quand même à un moment donné pour que ça soit bien utilisé, l'équipement soit bien duré. Donc c'est par rapport à ça. Maintenant, ce que je peux dire par rapport à ces huiles, depuis un certain temps, on est en train de les éliminer. Il y avait eu des projets qui ont fait un inventaire et on était en train de les éliminer. Les huiles qui en contenaient, il faut carrément les évacuer et les gérer autrement. Qu'en est-il du domaine des transports ? Le transport, si vous transportez par exemple des quantités importantes, par exemple de ces huiles, ça veut dire qu'il faut la sécurité. Si vous avez le camion qui se renverse au niveau d'une rivière, dans un village, même en ville, vous voyez ce que ça peut donner d'abord sur le sol pour décontaminer le sol ou bien pour arriver à les circonscrire, c'est un peu difficile. Il faut vraiment la sécurité pour pouvoir le faire. Comment lutter contre les polluants organiques persistants ? Oui, d'abord pour lutter contre, on passe d'abord par les tests réglementaires. En ce qui concerne d'abord la production. Si par exemple au niveau du pays, s'il y a une usine qui produit, il faut que ça respecte une certaine réglementation. Si c'est à l'importation aussi, vous-même vous savez que ce soit par air ou bien par mer, il y a des réglementations pour encadrer. Peut-être c'est dans ce sens qu'il faut maintenant renforcer et également sensibiliser les acteurs. Étant donné que on ne peut pas s'en passer jusqu'à ce qu'on nous trouve des meilleures solutions, c'est que on est obligé de faire avec, mais en essayant quand même d'encadrer la production, le transport, l'utilisation jusqu'à l'élimination. Souvent c'est à la fin, au fait c'est ainsi, à la fin c'est comment éliminer, c'est ça qui crée problème. Par exemple, quand vous payez votre pure water, vous buvez, qu'est-ce que vous faites du plastique? Vous mettez dans la poubelle. Après on dit on recycle, mais bon, vous voyez, c'est pas tout le monde quand même qui met ça quand même dans la poubelle, qu'on retrouve, qui traîne partout. Après qui se retrouve au niveau de nos rivières, de nos fleuves, et qui commence par empêcher
l'infiltration de l'eau. Donc vous voyez que ça entraîne autre chose, sans parler par exemple de l'inondation. Quand le bas-fond qui doit accueillir la quantité d'eau nécessaire et qu'à un moment donné, le fond est colmaté, ça veut dire qu'il n'y a plus d'infiltration. Ce qui va se passer, c'est que le bassin va déborder. Ça c'est l'exemple du plastique seulement que je prends. Si ces substances sont mal gérées, quels en sont les impacts sur l'homme et sur l'environnement? Oui, au niveau de l'environnement, c'est un exemple que je viens de donner. Si on ne gère pas bien ces produits, d'abord il y a les problèmes de contamination et il y a des problèmes d'intoxication. Intoxication, c'est ce qui peut nous revenir. Il y a des problèmes de malformation, par exemple au niveau tératogène, en ce qui concerne par exemple la fécondation, la reproduction, tout ça. Donc ça a des impacts. Ça c'est le côté humain. Au niveau de l'environnement, je vous ai déjà donné l'exemple du cas des bassins de rétention. Ou bien c'est quelque chose qui se déverse au niveau des rivières ou bien des fleuves, vous voyez ce que ça peut donner au niveau de la vie aquatique. Étant donné que la plupart sont sous forme d'huile, et vous savez l'huile ça surnage. Donc si ça surnage, ça veut dire qu'au niveau des fleuves et des rivières, le soleil ne peut pas arriver jusqu'aux espèces qui aiment la lumière, ça veut dire que la photosynthèse est compromise là-bas. Vous avez également la respiration en ce qui concerne l'oxygène. Il y a au niveau des hydrosystèmes comme les fleuves, les rivières, les lacs et les lagunes. Vous savez qu'il y a la vie aquatique qui aussi utilise l'oxygène. C'est quelques éléments qu'on peut donner par rapport aux impacts sur le plan environnemental. Quelles mesures faut-il prendre pour se protéger contre les polluants organiques? Pour se protéger, d'abord il faut commencer par la sensibilisation. Il faudrait amener les gens à comprendre ce que c'est que les POPs, les polluants organiques persistants. Il faut qu'on les amène à comprendre. Et maintenant, ceux qui utilisent, par exemple au niveau de l'agriculture, la façon dont ils utilisent, le dosage, au moment de l'utilisation, comment il faut se protéger, tout ça. C'est des éléments quand même à commencer par mettre en œuvre avant de voir quelle meilleure technique qu'on peut utiliser au cas où c'est périmé, comment il faut gérer. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut aussi des moyens pour pouvoir de temps en temps faire le suivi et le contrôle. Le suivi et le contrôle, par exemple, au niveau de nos rivières, de nos fleuves. Donc, ce qui nous amène vers les laboratoires qui doivent de temps en temps chercher ces éléments-là, voir est-ce qu'il y en a ou il n'y a pas. Parce qu'au fait, le problème souvent que nous avons, c'est le problème d'équipement. Les équipements de suivi et de contrôle. Je peux vous donner par exemple ici, là où nous sommes là, si vous prenez quelques herbes, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dedans. Mais si vous avez les équipements pour pouvoir faire les analyses, on peut commencer par avoir une idée sur qu'est-ce que les plantes assimilent, est-ce que ce que nous utilisons par exemple pour tuer les chenilles dans les champs, est-ce qu'entre-temps, est-ce que les plantes n'assimilent pas ça, est-ce que ça ne nous revient pas? Bon, c'est au niveau des poissons également. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a la pisciculture qui est un peu, je peux dire, libéralisée. Vous pouvez créer votre bassin et faire votre pisciculture tranquillement. Maintenant, les produits que vous utilisez, s'il y en a qui sont des polluants organiques persistants, il faudrait qu'on sache c'est quel type. C'est des éléments comme ça quand même qu'on doit commencer par regarder. Docteur Aya Massabalo, merci. Merci à vous. Merci à vous également, Bénédicte Kanda. Les Échos du Palais, le sieur Kokouvi, comptable de profession, est accusé de détournement de deniers publics. Il est condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Hélène Assabi, pour les faits. Le nommé Kokouvi, engagé sur la base d'un contrat par la Direction régionale maritime de la santé, a été mis à la disposition du centre médico-social de Kévé en qualité de comptable depuis le 14 septembre 2015. Il a travaillé dans le dit centre jusqu'au 7 novembre 2016. Au cours de son passage, sa hiérarchie a constaté que les activités du centre étaient en nette progression. Paradoxalement, les recettes baissaient considérablement. Plusieurs fois sommé de s'expliquer sur cette situation, Kokouvi prit la fuite à la suite de divers indices graves de détournement en laissant une lettre dans laquelle il reconnaissait avoir détourné une somme de 6 millions de francs CFA. Mais l'audit réalisé par l'équipe technique du ministère révèle plutôt un manquant de plus de 15 millions de francs CFA. Recherché suite à la plainte du ministère de la Santé, Kokouvi sera appréhendé à Lomé, déféré au parquet d'instance de Kévé, puis inculpé de détournement de deniers publics à la suite de l'ouverture d'une information judiciaire contre lui. Interrogé en enquête préliminaire, l'inculpé a reconnu les faits.
Mais devant le juge d'instruction, il a varié légèrement en soutenant ne reconnaître qu'une partie du montant présumé détourné. En tout cas, malgré ces arguments, il faut noter que les règles de l'orthodoxie financière font obligation à tout comptable public de gérer en bon père de famille les deniers publics dont il a la charge. Or, l'inculpé ne détient aucune pièce justificative prouvant ces allégations, alors qu'il est apparu que pour dissimuler ces détournements, il a procédé par des surcharges d'écriture ainsi qu'à la soustraction frauduleuse de certaines quittances. Dans ces conditions, il y a lieu de dire suffisamment établi contre Kokouvi les faits de détournement de deniers publics qui lui sont reprochés et d'ordonner son renvoi devant la cour d'assises de Lomé pour y être jugé conformément à la loi. Ainsi, au terme du procès, Kokouvi a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle et 15 millions de francs CFA d'amende. Son avocat, Maître Sowa, se prononce sur cette décision. Je ne suis pas satisfait de la décision parce que la peine me paraît trop lourde en fonction des faits de mon client. Vous savez, on le poursuit pour des faits de détournement. C'est un comptable dans un centre médico-social. Avant même de quitter ses fonctions, il a laissé un document qui fait état de ce qu'il a détourné 6 millions. Mais le problème, c'est que pour punir ce genre de détournement, fixe des peines graduelles, des peines en fonction du montant. Si le montant est inférieur à 10 millions, la peine est de 5 à 10 ans. Au-delà de 10 millions, la peine est de 10 à 20 ans. Maintenant, il fallait caractériser, situer le montant reproché à mon client pour pouvoir mieux déterminer la peine. Il se trouve que dans le dossier, les éléments sur lesquels la Cour s'est fondée, fondamentalement les documents qui ont été fournis par l'audit, qui a déterminé 15 millions, les documents ne sont pas fiables. Un procès verbal de passation de services qui n'est pas signé, comment un tel document peut être pris en compte pour déterminer le montant? Les sports à présent, le festival de volleyball des jeunes filles leaders a eu lieu au stade Omnisport de Lomé ce matin. Cette initiative réunit des filles de moins de 17 ans et les moins de 15 ans venues de Dapan, Kara, Balimé, Baie-Plage et Agoué Marché. En football, voici les rencontres de la D1 Lonato au programme cet après-midi. AS Bina, Sarah FC, Espoir, AS OTR. Demain dimanche, Asco joue contre Unisport. Tambo reçoit Ange. Gomido sera face à ASCK. Dito se mesure à AS Togo Port. Déjà hier, il y a eu la rencontre Kakadl Entente 2. Sans transition, nous passons à la revue de presse. Principal titre à la une des parutions, la libération des 49 militaires ivoiriens. Une médiation réussie pour le chef de l'État togolais. La revue de presse, c'est avec Léontine Atogima. 3 héros, une libération, fort à négocier, Alassane a tempéré, Assimi a accepté, les 49 soldats ivoiriens sont libres, titre l'Union pour la patrie. Libération des 49 militaires, mention bien pour Fort Gnassingbé, note la lanterne. Mégainfo relate que Fort Gnassingbé exploite sa discrétion et son humilité pour résoudre les gros problèmes. Fort Gnassingbé, l'artisan de la désescalade, renchérit le bâtisseur. La médiation togolaise a porté ses fruits, se réjouit Gazelle Info. Partout, la médiation du président togolais Fort Gnassingbé est appréciée, voire magnifiée, s'exalte la lanterne. Focus Info relève la perspicacité de la diplomatie togolaise. Le Togo a réussi là où la CEDEAO a échoué, s'explique le bimensuel. Le leadership diplomatique gagnant du chef de l'État réaffirme la position du Togo comme pays ambassadeur de paix, conclut Écho du pays. Après cette libération des militaires ivoiriens, le bâtisseur implore le numéro 1 togolais à tourner aussi les yeux sur le cas des prisonniers politiques togolais. Pour l'heure, le président veut redorer l'économie verte togolaise. La première étape du FOPAT est ouverte à Dapaon, annonce chronique de la semaine. Il s'agit du forum des producteurs agricoles lancé officiellement jeudi, précise l'évêque de la nation. Le FOPAT, la panacée pour sortir l'agriculture togolaise des sentiers battus, questionne le canard indépendant. L'ultime objectif, la transformation qualitative et quantitative de l'agriculture au Togo, répond l'Union pour la patrie. Le journal en ligne Afrique News souligne qu'en effet, les échanges de 4 jours vont porter sur les transformations agricoles
et des apports des producteurs pour une accélération de l'atteinte des résultats tels que définis dans la feuille de route gouvernementale. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Le journal magazine Pluriel de ce samedi se termine. Retenez essentiellement que nous sommes ce samedi au dernier jour du Forum des producteurs agricoles à l'étape de Dapaon. Le président de la République Forest Gnazingbe est sur le terrain. Il doit rencontrer les paysans.